Salam alaikum Azul, bonsoir. Cela ne fait plus de doute. Chaque jour, un peu plus, la campagne électorale s'enlise, au point où même les participants en arrivent à déserter leur propre meeting, à ne pas exploiter leurs panneaux d'affichage, au point où certains candidats ont même été vertement traités par des jeunes. Et cela n'est pas sans susciter une profonde inquiétude au sein du régime qui n'hésite plus à faire feu de tout bois, à utiliser tous les moyens possibles et imaginables, y compris ceux de l'État, pour tenter de briser ce consensus spontané des Algériens à ne pas voter. Utilisation de la religion. Le ministre des Affaires religieuses et du Waqf, Mohamed Aïssa, a appelé publiquement les fonctionnaires de son ministère, entre autres, et surtout les imams, à tout entreprendre afin de drainer les foules et les sensibiliser sur l'obligation de voter pour, dit-il, je le cite littéralement, faire barrage aux abstentionnistes et aux ennemis de la nation. Tout aussitôt, un communiqué signé de plusieurs chefs de Zawiya est diffusé par les radios et les chaînes de télé proches du régime. Ils y appellent le peuple algérien à accomplir son devoir national et mettent en garde ceux qui veulent nuire à l'unité du pays et à freiner son développement. Utilisation des grands invalides. Nordine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, a affirmé dans une allocution publique que le président de la République est néanmoins grand invalide. S'est engagé à assurer un processus électoral transparent et à mettre en place pour ce faire toutes les mesures préventives et les garanties nécessaires. Utilisation des chouhada. Le même Nordine Bedoui. Le scrutin ne se résume pas au simple fait de choisir de nouveaux représentants des institutions de la République, mais s'inscrit en droite ligne avec les sacrifices consentis par le passé et le serment fait aux chouhada. Utilisation de la colère des jeunes. Abdelmajid Mnassara, président du Front de Changement ou du Changement. Il faut transformer la colère sociale en un geste électoral. Utilisation de la crise de logement à la salle Omnisport de Thiers. Ahmed Ouyahia a appelé les jeunes à voter massivement et il a fait miroiter la promesse de consacrer 10% des projets d'habitat au profit des jeunes pour leur permettre de fonder une famille, leur a-t-il dit. Et plutôt que de signaler les innombrables dépassements des uns et des autres, innombrables réellement, et de l'usage abusif des moyens de l'État, M. Derbel, président de la haute instance de surveillance des élections, appelle les candidats et les partis participationnistes à s'investir davantage dans la campagne, d'honorer le rendez-vous avec les chaînes de télé et de placarder leurs affiches sur leurs panneaux électoraux. Sinon, l'un dans l'autre, tous les hauts fonctionnaires, tous les ministres, tous les relais du régime sont appelés à la rescousse pour aller au charbon électoral. Les walis et toutes les autorités locales sont sur le gris. On leur a fait clairement savoir que si les résultats électoraux de leurs circonscriptions respectives sont trop faibles, leur carrière pourrait s'en ressentir. C'est dans cette logique et ces appréhensions que l'administration, censée rester à l'écart de la campagne, n'épargne pas les moyens publics qu'elle met à la disposition des partis du régime. La télévision publique, les télés privées retenues pour couvrir ces élections et un grand nombre de journaux inféodés au régime y vont franco de port et n'usent même pas de nuances
pour agiter le spectre de la violence et le retour du terrorisme en cas d'abstention massive. Aujourd'hui, l'expression législative, Ouada, Méchoui, cadeau, petites enveloppes, l'autre moyen d'atterrir les électeurs, par Walid Aït Saïd. TSA, carnet de campagne, jour 8, Makri se plaint de Sellal, les imams mobilisés, par Faisal Metawi. Le matin d'Algérie, mosquées et zaouïas appellent au vote sur ordre du ministre des Affaires religieuses, par la rédaction. Législative, utilisation de la religion et des moyens de l'État. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et donc pour en parler, Brahim Younsi, homme politique algérien, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter encore une fois. Merci aux téléspectateurs. Merci. Boukhalifa Ben Mahammar, militant pour la démocratie. Merci d'avoir accepté. Merci de votre invitation. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci. Et depuis Alger, au téléphone, Faisal Metawi, journaliste qu'on ne présente plus. Merci Faisal d'être des nôtres. Brahim Younsi, avant d'en arriver au sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit zapping pour voir un peu comment ça se passe, et vous aussi. Au niveau des élections, les salles sont désertées, les salles de meeting, les panneaux sont saccagés. Aujourd'hui, nous avons même appris qu'un cortège électoral qui faisait un peu la Zorna a été lapidé, pour ainsi dire. La propagande zornatique. La propagande zornatique qui a mal tourné. Et donc, nous allons voir un petit zapping. Très bien. Oued Abbas, aux Algériens. Le pouvoir est à nous depuis 1962 et il le restera. La campagne électorale du FLN à Paris. Parodie d'élection à Béjaïa. Amargoul promet un logement à chaque Algérien. Un cortège électoral à Blida se fait attaquer à coups de pierre. نحن نطلب من الشعب الجزائري أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته ولو بورقة بيضاء. أنا زيد الوالي معليش أنا نروح نفوتي بتاع معليش قلت معليش لسه السكن أنت ماكيش حرامية معليش زيد الوالي أنا راني رايحة نفوتي زيد الوالي وما عنديش سكن. نخشى بعد المقاطعة ينادون بمرحلة انتقالية. أوكي. Brahim Younsi, alors ils font feu de tout bois. Ils utilisent tous les moyens. On sent visiblement qu'il y a vraiment une vraie panique qui s'installe. Ils viennent de mobiliser donc les imams. Un communiqué signé de plusieurs chefs de confrérie de Zaouïa vient d'être diffusé, où tout le monde appelle à voter, tout le monde, comment dirais-je, traite non pas les boycotteurs, mais même les abstentionnistes d'être des traîtres, carrément. Ils durcissent leur langage, leur vocabulaire. Cela veut dire tout simplement que le pouvoir panique.
À et l'évidence. que l'on sait que la participation serait extrêmement faible, infime, moins de 15%. Moins de 15%. Et le pouvoir le sait. Des sondages ont été faits, ont été réalisés par les services des renseignements généraux algériens. Cela se passe à chaque fois. Et cette fois-ci, ils paniquent parce que le taux de participation sera très, très, très faible. Mais ça a toujours été le cas. Et Mais ils ont aujourd'hui, pallié il y a- au manque par Mais la fraude, par le aujourd- bourrage. Aujourd'hui, il y a aussi la population qui agit. Oui. Elle agit dans le sens de l'abstention et du c'est boycott. de l'inédit. On Ouais. n'a jamais vu dans l'histoire de l'Algérie des panneaux attaqués autant, des cortèges fait. électoraux pris à partie, des salles meetings vides Cela- complètement. Cela rappelle les signes précurseurs d'avant 88. Oui. C'est exactement le même phénomène qui est en train de se reproduire. Et cela se Et réduit la à quoi? répression est d'autant plus forte, ce dont on parle de quelques cas. Lorsque le ministre de l'Intérieur menace par l'exemple, Oui. lorsqu'un jeune est arrêté, Oui. est traduit devant la justice, je mets beaucoup de guillemets, parce qu'il a tourné en dérision la campagne électorale. Oui. Un panneau publicitaire, Tout à fait. un panneau électoral Électoral, qu'il a voilà. parodié. Parodié, détourné, Oui. de façon, la caricaturer. Mais la campagne, les affiches électorales elles-mêmes sont encore plus caricaturales Oui, que la caricature que Oui, l'on oui, en c'est fait. vrai. Il y en a certains qui sont C'est- carrément comiques. hein, comiques. c'est- oui. C'est ça aussi le problème de cette campagne électorale, de ces élections dont on a, nous ici et ailleurs, dit qu'elles sont fausses comme toutes les autres, comme toutes les précédentes. Oui. Ils paniquent. Voilà pourquoi Et, ils mettent tout le paquet. Boukhalifa Ben Mahammar, comment expliquez-vous, c'est nouveau, hein, cette réaction de la société algérienne qui se mobilise alors qu'il n'y a pas de leader derrière, qu'il n'y a pas de mot d'ordre vraiment fort venant de formations politiques installées autour desquelles se seraient agglomérées donc, des forces et d'autres. C'est comme si c'était par consensus non dit. Hein, tout le monde est en train, surtout les jeunes, en train de se mobiliser contre ces élections. Parce que les jeunes se sont affranchis de la tutelle politique classique aujourd'hui. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on dispose aujourd'hui du monde de l'Internet. C'est-à-dire, il y a une C'est vrai que les réseaux sociaux, il y a une circulation des idées dans les réseaux sociaux à tout escient. Donc nous avons toutes les expressions politiques qui peuvent vraiment s'incarner. On a des courants islamistes qui s'expriment, on a des courants progressistes qui s'expriment, on a d'autres qui n'ont pas forcément d'étiquette politique qui s'expriment, mais qui se sont affranchis des structures politiques traditionnelles. Oui. Ce qui fait qu'elles n'obéissent à aucune bride, d'une part, et d'autre part, donc, aucune autorité politique n'a main mise sur ce vivier politique. Et donc, quand il se passe le mot, quand une idée sort, elle est tout de suite adoptée ou rejetée, mais quand elle est adoptée, elle est portée comme une vague dans un grand stade. Mais comment faire, comment faire pour que ça ne dégénère pas à la violence? Aujourd'hui, par exemple, un cortège électoral à Blida a été pris à partie, et molesté, attaqué à coups de pierre. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait dégénérer par ailleurs et ailleurs. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que la provocation, donc ce n'est pas au bon vieux loup que vous êtes que je vais apprendre. La provocation, elle peut avoir plusieurs origines. Tout à fait. Donc la violence peut être l'expression d'une jeunesse qui en a marre de tout, qui est à bout de souffle, qui est à bout de projet, qui n'a pas d'horizon. Le seul horizon qu'il leur reste, c'est de s'embarquer dans des embarcations. A fortiori, quand on a la Harraga. chance, voilà, on est rejeté par la mer, les parents arrivent à faire le deuil. Sinon, c'est... Mais sinon, vous c'est pensez qu'il pourrait s'agir d'une provocation, qu'il se pourrait que ce soit des agents provocateurs qui aient déclenché cette action? Aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur un pays comme le nôtre, je pense que c'est une piste qui n'est pas à exclure. D'accord. Nous connaissons la spécialité
de ces officines. Voilà. On peut orchestrer ce qu'on veut et en faire ce qu'on veut. Brahim Younsi, cet appel aux imams, hein, d'abord cette montée au créneau du ministre des Affaires religieuses, qui traite ouvertement, publiquement, les abstentionnistes et les boycotteurs quasiment de traîtres, hein, et puis qui appelle les imams à se mobiliser pour convaincre les gens d'aller, il dit pour drainer les foules et les convaincre d'aller voter. Cela voudrait dire que le vote est un acte religieux. Voilà. C'est comme ça qu'il essaie de... Oui, c'est les imams qui le demandent. C'est un sixième pilier de l'islam. Voilà. C'est un sixième. Le vote, c'est un sixième pilier de l'islam, puisque effectivement... Pas le vote, la fraude. Oui, et mais le justement, pilier quand on dit le vote, le vote est égal à la fraude chez nous. Il n'y a pas de vote. Mais pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé d'octobre 88, qu'il y a des signes avant-coureurs. Le pouvoir, qu'on le veuille ou non, a ses analystes qui travaillent et qui sentent et qui touchent la société. Nous sommes de nouveau, après 88, dans une situation qui vient du peuple, de cette jeunesse dont vous parliez, de cette jeunesse immense qui, effectivement, n'a pas d'autre choix que de mourir en mer ou de mourir autrement sur terre, sur le territoire. Elle n'a pas d'autre choix, elle n'a pas d'autre alternative que celle-là. Et le pouvoir sent la rupture, la nouvelle rupture. Il y a de nouveau une rupture, une césure extraordinaire entre le pouvoir et le peuple, entre le pouvoir et la jeunesse algérienne qui est redevenue, aux yeux du pouvoir, une classe dangereuse. Elle devient de plus en plus dangereuse. Qu'elle parte ou qu'elle se batte à l'intérieur, et que se battre politiquement, refuse d'aller voter. Là, le pouvoir le sent. Mais si on en arrive à une telle césure, comme vous dites, comment ça va se passer après la proclamation des résultats dont il ne faut pas douter qu'ils vont être majoritairement acquis au régime? Et donc, est-ce que cette fois-ci aussi, ça va passer comme une lettre à la poste, que les gens se résignent je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Le pouvoir sait que nous sommes entrés dans une phase de violence. La violence a toujours existé, y compris la violence politique qui vient du pouvoir lui-même, parce qu'il y a cette violence symbolique que le peuple ne peut plus supporter. Il ne peut qu'elle soit économique, sociale. Les violences symboliques sont quotidiennes. Et le peuple les ressent comme des violences à son égard. Et cet usage de la religion et cet embrigadement des imams, est-ce que ce ne sera pas aussi ressenti comme de la violence? Mais bien entendu, il y a une bonne partie de la population, y compris ceux qui croient, y compris ceux qui pratiquent, y compris ceux qui sont si j'ose dire... Qu'on a confisqué Dieu, en fait. On a confisqué Dieu au profit de gens qui fraudent les élections. C'est la monopolisation, c'est l'étatisation de Dieu. Voilà. C'est la religion, l'islam est la religion de l'État, mais n'a encore étatisé la parole divine. Nous allons encore l'écouter, ce monsieur qui appelle... comment il s'appelle? Aya... Yahya... Aya... Ayana. On va l'écouter encore une fois et je reviens à vous, Boukhalifa Ben Mohamed. نحن نطلب من الشعب الجزائري أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته ولو بورقة بيضاء وهذا أكبر دليل على في نظرنا المحافظة على الأمن والاستقرار ومؤسسة الدولة. Alors il demande aux gens d'aller voter, même à la limite, il s'en fout des élections, puisqu'il dit même avec un bulletin blanc. Ça veut dire qu'il veut seulement qu'il y ait des gens dans les bureaux de vote. Ouais. C'est à l'évidence, ils veulent de la matière première pour pouvoir frauder. Et la matière première, ce sont les électeurs eux-mêmes. De toute façon, comme vous l'avez dit au départ, c'est que dans cette séquence, ils sont en train de faire feu de tout bois. Donc le message et l'attitude du Cheikh Hamel Karim, il est en mission commandée. Oui. Donc il s'est contenté juste de lire ce qu'on lui a demandé de lire, de délivrer, même pas un message, mais une succession de mots qui ne veulent rien dire. Aller se présenter au bureau de vote et y glisser même un bulletin blanc.
C'est-à-dire que c'est une démarche où l'acte politique qui consiste à aller choisir son représentant donc est complètement dénaturé par un message comme celui-là. Et je pense qu'il est beaucoup plus contre-productif. Oui. D'ailleurs, c'est une erreur stratégique chez les gens du système d'envoyer des messages comme cela. Un homme de religion, je pense que c'est plus un homme de Zawiya que de religion. Non, non, lui, c'est un homme de religion, c'est un Voilà. imam. Hein. Je crois même que c'est l'imam de la grande mosquée d'Alger ou quelque chose dans le genre. D'ailleurs, une parenthèse rapidement, je vais la refermer. Le pouvoir du président Bouteflika s'est appuyé quand même énormément sur les Zawiya oui, depuis oui, qu'il est revenu, oui, chose que ses prédécesseurs n'avaient peut-être pas eu on les a de toujours faire. utilisés, hein, c'était des relais. Voilà, mais pas des relais sociaux, exactement, mais qui pas ne comme ça a s'affichaient été pas fait. trop. Exactement. Et qu'on n'affichait pas trop. Voilà. Mais sinon, moi, ce que je voulais vous demander, ce régime qui s'est toujours fait le champion d'une sorte de séparation de la politique et de la mosquée, qui demandait aux gens, qui leur déniait le droit d'user de la mosquée pour faire de la politique, et j'en conviens parfaitement, je suis tout à fait d'accord, et qui là, lui, toute honte bue, qui a oublié ce qu'il disait, et qui donc là est en train d'envoyer ses imams au charbon, le plus normalement du monde. Depuis 50 ans, c'est une pratique qui est inhérente au système. Donc le champ politique a été verrouillé et confisqué par le régime. Donc il a toléré en filigrane, comme ça, quelques expressions marginales, mais qui lui étaient dévouées. Donc il a autorisé une forme de délivrance de messages comme ça hebdomadaires dans les mosquées, mais qui allaient dans le sens, rappelons-nous les années 80 et 90, c'était un peu particulier, mais les années 80 et 90, donc on a eu ce qu'on appelait communément en Algérie les imams CCP, qui étaient rémunérés par l'État, oui. qui étaient pour une partie chargés de délivrer le message, le fameux sermon du vendredi, mais qui, entre parenthèses, se faisait comme le relais du système dans sa rhétorique quasi quotidienne. Donc c'est des réflexes qu'on ne peut pas chasser du jour au lendemain. On ne peut pas proclamer une forme de sanctuarisation des lieux de culte pour qu'ils soient complètement dépolitisés. C'est faux. C'est une réalité qui va persister et qui va échapper systématiquement au système à partir du moment où lui a décidé de verrouiller les champs d'expression politique. Donc, qu'est-ce qui reste à la population? Donc, il reste ces endroits-là. Malheureusement, c'est toujours lui qui va être le premier à asservir ces lieux de culte en permanence. Pas que ces lieux de culte, parce que les gens qui délivrent le message du système sont partout, dans les lieux de culte et de non-culte. Absolument. Vous allez retrouver... Ce sont des relais qui ont fait leurs preuves, hein, le JTA, les anciens Moujahidines, l'association des enfants de Moujahidines. Les débits de poissons, permettez-moi, ouais. C'est des relais du système Oui, aussi. oui, d'une certaine façon. Les tripots, tous ces tripots clandestins qui sont tolérés pendant des années, alors qu'officiellement, sur une parcelle, on n'a pas le droit de vendre ni de commercialiser de l'alcool. Vous allez retrouver des tenants de tripots et de débits de boissons clandestins qui ont des appointances avérées avec le système, qui sont des collecteurs de renseignements. Ils sont multiples et variés. Et ces gens-là, et figurez-vous qu'on a retrouvé des gens qui sont sur des têtes de liste des partis. Il y a une saine utilisation de la religion. Oui. Quand celle-ci intervient, y compris dans le politique, parce qu'il n'y a pas de séparation chez nous entre le politique et le religieux. D'ailleurs, on le voit. La religion, ou les idées religieuses, ou la croyance des politiques, y compris en France, dans la campagne présidentielle qui a lieu en ce moment, que les hommes politiques n'évacuent plus leur religiosité. Ils la manifestent. Oui. Ils la revendiquent. Oui, tout à fait. Etc. Fillon se présente Par exemple, ouvertement comme banque pour ne pas le citer. Ça veut dire que dans les pays occidentaux de façon générale, depuis que la religion et tout le refoulé religieux revient à la surface, notamment depuis que l'Union soviétique a été démembrée, a éclaté. Et il y a un retour dans ces espaces européens, en Russie, dans tous les pays de l'Est, en Pologne, etc.,
le retour du religieux dans l'espace public. Et les hommes politiques aujourd'hui, on ne peut plus demander à certains, c'est un problème de conscience religieuse, de croyance. Les hommes politiques ne peuvent plus, ou les citoyens ne peuvent plus se comporter, comme l'on disait à l'époque, être juif, chrétien, bouddhiste ou musulman à la maison, et être laïque, séculier, citoyen au dehors. Mais Brahim Younsi, le problème est le risque. Le problème est le Mais risque. ce que je dis, ça c'est peut-être une façon saine de dire, c'est-à-dire d'avoir cette conscience. Et cette conscience religieuse éthique, ça revient à ça, une conscience éthique, religieuse éthique sur l'ensemble des problèmes, qu'ils soient économiques et sociaux ou qu'ils soient sociétaux. Nous voyons aujourd'hui, c'est au nom des idées religieuses, de la religion, que l'on rejette, que l'on exclut, que l'on condamne certaines décisions sociétales qui sont inacceptables pour ceux qui ont une foi et des croyances religieuses. Oui, j'entends bien, Brahim Younsi. Sauf que le problème qui se pose aujourd'hui, par exemple, est que ce régime, dont on sait très bien la nature, dont on connaît très bien les méthodes, dont on connaît très bien les objectifs. Mais c'est celle-là la mauvaise façon d'utiliser. Justement. Et aujourd'hui, par exemple, je vous vends ce qu'on m'a vendu. Quelqu'un m'a rapporté, il m'a donné l'info, il jure que c'est vrai, que les walis, tous les walis, ont été saisis pour aller faire leur prière du vendredi à la mosquée la plus importante de leur wilaya. On leur a dit, on s'en fout de ce que vous êtes. Pratiquons-le, on s'en fout. Mais nous voulons vous voir à la prière du vendredi, nous voulons vous voir à la prière de l'Aïd, la prière de l'Aïd al-Kibir. Il ne faut plus laisser la marge islamiste aux autres. Investir les mosquées, investir les espaces. Et se servir de ce. Oui. Aujourd'hui, le vote, ils appellent leurs imams. Ils sont en train de se servir de la mémoire des shuhada. C'est-à-dire que c'est cela que nous voudrions mettre de côté pour que ça ne soit utilisé ni par les uns, ni par les autres, et que nous fassions de la politique sans religion. Pourquoi pas? Oui. Mais ça, ce que vous venez de décrire est la plus mauvaise des façons de se comporter en croyant. D'abord la fraude elle-même. La fraude dans un pays qui précisément utilise la religion et la morale et les shuhada, etc. Bon, c'est déjà un acte rédhibitoire. Et un profond mépris pour les gens. Bien sûr, évidemment. Ça, c'est la mauvaise façon d'approcher la religion. La religion n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est clair. Et il est difficile, il faut le dire, je parle sur le plan théorique, bien sûr, ce qui se passe là-bas, c'est j'allais dire, cette agression, parce que c'est une véritable agression religieuse qui est là contre une certaine catégorie de la population, y compris les croyants, y compris ceux qui croient. Peut-être même surtout les croyants. Surtout parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu chez nous à cause de ces et comme nous n'avons pas pu joindre Faisal Mattawi, nous avons donc appelé Saïd Aknin, notre confrère et analyste politique qui est avec nous. Saïd Aknin, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs, merci de m'avoir invité. Merci. Alors nous parlions de l'utilisation de la religion à des fins électorales. Donc le régime vient de mobiliser ses imams et même ses zouis, les zaouïas acquises, les zaouïas marrons, qui ont donc pondu un communiqué qui a été relayé abondamment par certaines presses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, l'instrumentalisation de tout ce qui est un frère raison. Je parle de la mémoire collective, je parle de l'histoire, je parle de la religion, je parle de tout ce qui peut éventuellement mobiliser les passions et non pas et mobiliser les émotions et non pas mobiliser la raison, a toujours été le fond de commerce de ceux qui ont pris en étau, qui ont pris en otage
le pays, la patrie et le peuple. Nous sommes dans une situation, effectivement, où le discours de la raison ne peut pas prendre au niveau du peuple. Pourquoi ? Parce que le discours de la raison nous ramènera inévitablement à poser les véritables problématiques, à savoir le bilan de ceux qui ont gouverné le pays depuis son indépendance confisquée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et surtout sur le plan culturel, sur le plan identitaire. Et là, comment ils vont essayer de mettre un voile à un chaos? Ils ne pourront pas. De ce fait, ils ont essayé d'utiliser plusieurs stratégies de communication, la stratégie par le choc et le mensonge, la stratégie par le buzz et la calomnie, la stratégie de la peur et de la terrorisation, la stratégie de la diversion et de la manipulation. Et là, encore une fois, ça ne prend pas. S'il n'y était pas cette histoire de manipulation de masse populaire, si elle n'était pas une constante dans le pouvoir, pourquoi il construirait une mosquée à 2 milliards ? Quelles seront les retombées économiques? Quelles seront les retombées sociales? Quelles seront les retombées sociétales? Il n'y en aurait aucune. Et comme ceux qui gouvernent ne connaissent d'éthique ni le E du début, ni le E de la fin, alors ils s'adonnent à ce genre de moyens. Mais Saïd Aknin, oui. Justement, nous parlions il y a un instant de cette austérité, de cette rigueur de ce régime qui dénie à quiconque d'utiliser la religion à des fins politiques et qui aujourd'hui, lui, se vautre dans cette pratique sans le moindre complexe, sans même se dire que les gens vont se poser des questions à la fin. Ben oui, halal ali, haram alik, ça c'est très connu de la part du pouvoir dans le pays, mais l'objectif n'est pas le même. L'objectif de ceux qui l'instrumentalisent aujourd'hui et lui donnent une dimension idéologisante, stérilisante, justement, pourquoi? Parce qu'elle sert pour la soumission du peuple, elle ne sert pas pour pouvoir conscientiser et ramener vers une certaine forme de morale que contient effectivement cette religion, que même ceux aujourd'hui auxquels on donne des instructions d'y aller à la mosquée n'ont pas cette morale. Comment mentir au Créateur et essayer de se laver les mains dans une zaouïa ou dans une mosquée? Aujourd'hui, la religion est devenue un élément de blanchisserie pour ceux qui ont dilapidé les richesses du pays, pour ceux qui n'ont aucune crédibilité, pour ceux qui maintenant, quant à l'utilisation de la religion. En effet, dans les textes, on le dit, et on interdit un certain nombre de parties, c'est ça des 2 poids, 2 mesures. Maintenant, cette utilisation, elle ne devrait être ni pour les uns, ni pour les autres. Pourquoi? Parce que, justement, la notion que se fait le peuple de Dieu est beaucoup plus saine, beaucoup plus éthique, beaucoup plus importante que la notion dont font les gouvernants et ceux qui ont la prétention d'utiliser le sacré dans justement les espaces publics pour pouvoir amadouer, pour pouvoir endormir, pour pouvoir manipuler. Restez avec nous, régner dans le pouvoir. Restez avec nous, Saïd Aknin. Pour Alpha, cet imam qui est en train de lancer des consignes, si je peux les appeler comme ça, aux gens pour les inciter à aller voter en suggérant que s'ils ne votaient pas, haram. Et donc les gens ont raison de se méfier. À partir du moment où cet imam, celui qui conduit la prière, on arrive à les tromper comme ça. Eux qui prient derrière lui. Donc, le mieux ne serait-il pas de ne pas utiliser la religion, ni par les uns, ni par les autres? C'est une espèce de subterfuge comme ça qui malheureusement ne passe pas inaperçu chez les gens qui sont assez avertis. Ça sème le doute par contre chez les gens qui peuvent être d'apparence de simples d'esprit. Et il faut reconnaître, force est de reconnaître aussi le poids et l'impact du discours, je ne dirais pas religieux chez nous, parce qu'il est complètement déstructuré. Nous ne disposons à ce jour, réellement, nous ne disposons pas
même dans le cadre des missions qui sont attribuées au ministre des Affaires religieuses et des biens waqf, nous ne disposons pas d'un réel corpus de formation d'imams et tout ce qui va avec, à l'image d'un grand pays comme l'Égypte, par exemple. Nous disposons d'une coquille qui a été asservie depuis l'indépendance de l'État à être, au même titre que les différentes unions nationales fourre-tout, des écrivains, les organisations de masse. Les organisations. C'est-à-dire que toutes ces organisations sont devenues des organisations de masse du système. Voilà. Donc elles ont une mission claire et définie. Elles ont un cahier de charge. D'ailleurs, le monsieur s'est exécuté de la pire des façons. Avec zèle. Exactement. Donc cela dénote aussi la cooptation qui se fait chez ces gens-là, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il Et même les Zaouïas, c'est-à-dire l'islam traditionnel, l'islam qui se dit très proche des populations. Ce que le colonialisme français n'a pas réussi à faire en Algérie, c'est-à-dire à casser par exemple la tariqa rahmaniya en Algérie, le colonialisme n'a pas réussi à la faire. Le FLN, en l'espace d'une trentaine d'années, a réussi à le faire parce qu'il a perverti tout cet islam maghrébin, entre parenthèses, et tout cet héritage qui a quand même plus de 5-6 siècles derrière, il a réussi à le pervertir. Pourquoi Rahmaniya? Parce que Rahmaniya s'est engagé aussi sous l'égide de ce régime. Ce qui est paradoxal, c'est que Rahmaniya s'est engagé dans la révolte de 1871. Oui. Mais pourquoi en parlez-vous maintenant? Parce qu'elle s'est faite enrôler dans cette campagne électorale? Du moins, ses représentants se sont fait enrôler depuis. Je ne savais pas. Depuis le retour de président Bouteflika. Ah bon. Oui, voilà. D'accord. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure cette parenthèse que j'ai refermée tout de suite. Je n'avais pas très bien saisi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une bataille autour de la symbolique religieuse. Quand les walis reçoivent des notes en leur demandant d'aller s'afficher... Mais c'est quelque chose qui a toujours été fait. On a toujours vu le président de la République, les ministres, les walis se présenter, donc sortant d'un cocktail bien arrosé, aller faire la prière. Voilà. Mais vous voulez dire quelque chose avant? J'aimerais sortir de la religion pour aller à d'autres. Mais sinon, c'est encore sur la religion. Oui, d'accord. Parce que il vient de parler de l'Égypte, cet islam prétendu structuré à travers l'Azhar. Le problème, les religieux, je mets des guillemets, parce qu'il n'y a pas de religieux. L'islam, en vérité, il n'y en a pas. Et il n'y a pas un pouvoir religieux. Un clergé. Et il n'y a pas de clergé et il n'y a pas de religieux. Cette fonction n'existe pas. L'imam, le mufti. Non, c'est n'importe qui peut l'être. C'est parce qu'on a institutionnalisé. Oui, il peut être érudit sans être un religieux. Généralement, ils en font leur métier. Dans le sens. Oui, mais cela n'est pas une fonction dans l'islam. N'a jamais été une fonction de l'imam, c'est une fonction. Non, une fonction. Il touche un salaire. Non. Oui, mais en principe, il ne devrait pas. L'imam, c'est celui qui conduit une prière. Oui. Nous avons les fuqaha, ceux qui sont là pour interpréter la loi. Mais il n'y a pas de fonction religieuse. Cette fonction religieuse n'existe pas. Le qadi est une fonction entre le magistrat et l'érudit en sciences religieuses. Voilà. Mais la fonction, le pouvoir religieux n'existe pas. Il n'y a pas de pouvoir religieux. D'accord. Il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est que on le voit dans tous les pays musulmans, quels qu'ils soient. L'instrumentalisation, non pas de la religion, mais de ce corps, j'allais dire magistral religieux. C'est les imams ou les savants. Les savants égyptiens. Je vous interromps, justement. Les savants égyptiens. Ils ont le balat, les chouyours de palais ou de salons, ils ont toujours existé de tout temps, mais ils ont toujours été admis en tant que tels par leur société. Parce qu'ils ont toujours été au service, sinon asservis par le prince. Oui, toujours. Oui. Toujours. Depuis les premiers âges de l'islam, d'ailleurs. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Mais voilà la question qui se pose à nous. C'est une question de système politique. Mais nous allons passer à la suite parce que c'est passionnant. Moi, ça m'intéresse beaucoup personnellement. Alors, juste une petite remarque. Et juste pour rendre à César ce qui est à César. Mais César appartient à Dieu. Exactement. J'ai dégoté une affiche là sur Internet. C'est un parti politique qui fait aussi, qui utilise un slogan
Un slogan qui. C'est de la guerre au niveau de la symbolique des religieux. Donc, Oran, je le traduis, Wahran al-Masajid, la Mahran Wahran al-Malahi. Vous pouvez dire le parti parce que lui, il a mis une affiche, hein, il ne s'en cache pas, c'est public. Hein. Voilà. C'est quel parti? Alors, je pense qu'il y a Nahda, la Adalaï et puis la construction. Je pense qu'il y a Cher Jabla, je pense qu'il y a... Voilà. On est quand même sur une rhétorique. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui utilise la religion en ce moment. C'est le fonds de commerce par excellence. Ah, exactement. Parce que si vous en avez c'est le fonds de commerce, vous leur tirez le tapis sous les pieds. Mais c'est le cas de le dire, le tapis de prière. Hein. Voilà, exactement. Alors, nous allons passer à un autre volet de cette émission qui est l'utilisation des moyens publics, des moyens de l'État à des fins électoralistes. Je ne dis pas pour soutenir l'opération élection, hein, par exemple placer des panneaux, mettre en place le dispositif. Je ne parle pas de ça. Ça veut dire mettre les moyens de l'État au service des participants. Moi, je dis le participationniste, hein, le FLN, le RND notamment et autres. Est-ce que ce n'est pas interdit par la loi, ça? En principe, oui. En principe, oui. Mais est-ce qu'il y a la loi chez nous? Il y a, à mon avis, il n'y a aucun doute que les lois existent bel et bien depuis la Constitution jusqu'à des arrêtés, préfectoraux, interdisant l'utilisation des moyens publics à des fins électoralistes. Même la loi qui est élaborée par un régime, par un système illégitime, est une violence symbolique qui s'exerce déjà à l'égard en plus du fait qu'il ne la respecte pas lui-même. C'est la raison pour laquelle je voulais répondre, parce que la politique n'est pas toujours fondée sur la raison. La politique joue toujours sur les sentiments. La mauvaise politique joue toujours sur les sentiments. Or, aujourd'hui, effectivement, on voit utiliser seulement les sentiments. Et ce qu'il y a de plus mauvais, est-ce qu'il y a de plus mauvais dans les sentiments? Le mensonge. Absolument, le mensonge, la fraude, la haine, etc. La stigmatisation de l'autre. Sinon, effectivement, les moyens de l'État ne sont pas utilisés uniquement pour les campagnes électorales ou les partis politiques, faut dire les choses telles qu'elles sont, j'allais dire les calmer, se les acquérir, les corrompre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Mais on voit que un général poursuivi pour des faits graves, pour des crimes de guerre, l'État lui envoie un avion. Pas seulement, lui pourvoit tous les moyens de l'État. Oui, oui. Y compris jusqu'à lui fournir un passeport diplomatique, tout ce qu'il un faut, ordre y de compris mission. Payer une affaire privée de quelqu'un qui a commis, ou pas commis, mais présumé avoir commis ou avoir ordonné des crimes de guerre, on assure financièrement, l'État assure financièrement ses dépenses. En plus de tout ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire d'enveloppes glissées en catimini acquis de droit, de contrats consentis acquis de droit, tout à fait. Tout cela pour s'arranger entre amis. Tout à fait. Hein, et permettre à ce général de rejoindre ses pénates. Et là, effectivement, l'État, par les moyens publics, par le trésor public, achète. C'est Méphistophélès. Oui. Il achète l'âme des gens. Mais Brahim Younsi, à la limite, ce que vous êtes en train de nous décrire est dans la nature même du régime. C'est dans son disque dur. Et plus que ça, c'est des gens qui utilisent les moyens de l'État pour mettre dans leur poche. Oui, c'est là où il y a la contradiction, si vous voulez. Mais il y en a partout. Entre utiliser la religion par essence, je dis bien par essence, prône l'honnêteté, la justice, la dignité, l'égalité, et plein d'autres choses encore sur le plan éthique. Mais voilà que l'État
l'utilise pour commettre le mal. L'utilise pour faire passer des gens par la fraude, l'utilise pour donner des postes de haute dignité à des voleurs et à des corrompus, et j'en passe. Mais sinon, pour rester sur le terre-à-terre, on nous dit qu'en ce moment même, les partis du régime, proches du régime, ou les formations vassales, qui se sont inféodées au noyau, on nous dit qu'on leur donne des équipements, de l'argent, des locaux, des avions, des moyens de transport, des salles publiques, toutes les possibilités imaginables. Ici en France, qu'on met à leur disposition les locaux de l'ambassade, du consulat, les moyens financiers, les véhicules des représentations diplomatiques. Et là, c'est pas un peu trop, c'est pas un peu trop flagrant. Après l'usage de la religion, l'usage des moyens qui appartiennent au peuple. Oui, c'est plus que trop. Oui. C'est illégal. Oui. Mais c'est illégal. Moi, je pense que l'enjeu est de taille, permettez-moi. L'enjeu est de taille, de toute façon. Ce qu'on oublie en filigrane et en arrière-plan, c'est que passer l'effroi de ces élections, nous devons encore gérer l'après-président. Nous sommes dans une situation où les fondations même du système risquent de vaciller très vite s'ils ne négocient pas ces périodes de transition, c'est-à-dire stabiliser cette période avec des élections, donc ils mettent pratiquement le paquet comme on dit, y compris transgresser un sacro-saint principe que même les républiques bananières commencent à respecter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une formation politique s'engage à participer à des élections, c'est à elle d'assumer l'ensemble des charges inhérentes. Oui, voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on oublie, c'est que chez nous, l'ab hamida ou rcham hamida, donc le système, lui, donc pour justifier le fait que lui-même utilise les moyens de l'État, parce que de la bouche même du secrétaire général du FLN, le FLN c'est l'État. Oui. Il l'a dit, oui. Donc c'est nous l'État. Exactement. Donc en fait, il n'utilise que ses propres moyens. Exactement. Donc, et même pire que ça, c'est-à-dire que le FLN, ce n'est pas que le FLN au sens organique où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire y compris toutes ses ramifications. Donc le RND qui est une excroissance du FLN, et tous ces partis petites formations fantomatiques qui n'en sont en réalité que des excroissances du FLN. Ouais. Donc, à partir du moment où on confond ce parti avec l'État, l'État n'a jamais été un parti. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur droit. Et dans leur droit. Voilà. Saïd Akhnine, il reste environ 3 minutes. Donc au sujet de ces utilisations des biens publics, des biens de l'État à des fins électoralistes, de gens qui se permettent de faire la morale à tout le monde, de traiter tout le monde de forfaiture, de trahison, de main étrangère, et qui se permettent, eux, publiquement, d'user de ces moyens du peuple. Je salue d'abord mes amis, M. Younsi et M. Benmama, et je les remercie pour leurs interventions magistrales. Merci. Sinon, la question qui se pose, un pouvoir occulte ne prendrait pas en charge sa façade civile? Un pouvoir occulte ne ferait pas en sorte d'embellir la vitrine de sa façade civile? Ça serait illusoire et naïf de le croire. Maintenant, ce qu'ils font, c'est à interpréter à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est local. Et au niveau local, nous avons l'habitude de les voir avec des passages en force, y compris à sacrifier des vies humaines. Et avec une façon vulgaire et obscène à montrer les gares, à blanchir des voyous, à mettre sur des listes électorales des repris de justice. Et tout ça pour dire que voici, nous faisons la loi, nous avons les moyens d'y aller au-delà de la loi, et ils disent au peuple, faites ce que vous voulez, nous, c'était pas nous appartient, c'est-à-dire nous nous accaparons de ces moyens, nous utilisons ces moyens, et c'est pour cette raison que dans le langage populaire, il est consacré que c'est une mafia qui a un drapeau et qui a des frontières. Le deuxième élément, c'est à l'échelle internationale. Ils disent à leurs partenaires que voici, nous tenons la situation et non seulement nous la tenons, nous faisons
notre travail. Et non seulement nous le faisons, nous brimons le peuple. Et ce peuple, il ne se lèvera pas. Pourquoi? Parce que nous avons usé de plusieurs moyens, dont la corruption. Et c'est justement utilisation des moyens de l'État avec une façon obscène, c'est une façon de donner des garanties à leurs partenaires qu'il ne se passerait absolument rien de grave et que leurs intérêts seront préservés. Saïd Aknin, je suis obligé de vous interrompre, vous me pardonnerez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voulais juste rappeler, comme vous venez de le dire vous-même, Saïd Aknin, que Ould Abbas a publiquement déclaré ceci: le pouvoir nous appartient depuis 1962 et il le restera. Merci à Brahim Younsi, merci à Abou Khalfa Ben Ma'ammar, merci à Saïd Aknin de nous avoir accompagnés, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, b'slama.